On boucle avec le fameux ruban jaune. C'est ça, un périmètre de sécurité. Ouais. Et ensuite, On s'implique de la scène, on ne rentre pas tout de suite. c'est-à-dire qu'on observe, on essaye de comprendre, on questionne toutes les personnes qui étaient là avant nous et on essaye de se bâtir un petit scénario. Déjà, avant d'avoir rien touché. Avant. Alors, avec la particularité de garder l'esprit bien grand ouvert, puisque à ce moment-là, il n'est jamais possible d'imaginer précisément ce qui a pu se passer. Donc, on va établir un scénario plausible, mais en gardant à l'esprit qu'il peut s'être passé totalement autre chose. D'accord. Et alors, quand on passe aux détails scientifiques, quel est le premier détail qu'on va faire? La première opération qu'on va effectuer? La première opération, c'est de s'équiper, puisqu'on a préservé la scène des agressions extérieures. C'est pas pour que nous-mêmes allions polluer la scène par notre intervention. Donc vous vous équipez comment? Comme Thomas? À peu près, oui. Alors, les nôtres sont blanches, mais c'est à peu près c'est dans le même esprit. Alors en plus, on met systématiquement le masque, depuis qu'on exploite les traces de matériel biologique, puisque le plus petit apport qu'on va pouvoir déposer sur la scène va perturber les analyses. Donc c'est là que vous vous transformez le masque, dès le début, vous vous transformez physiquement en scientifique. C'est ça, sans aucune honte. Il y a un point qui est important à souligner quand même, c'est qu'il ne faut pas confondre scène de crime et lieu du crime. Vous avez une scène de crime, vous allez arriver parce qu'il y a la victime qui est là, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle a été tuée à cet endroit-là. C'est vrai. Et c'est aussi le travail de la police après d'essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Est-ce que c'est l'endroit où on a déposé la victime ou est-ce que c'est aussi l'endroit où on l'a tuée? Gendarmerie de Garches en région parisienne. C'est ici que travaille une équipe de techniciens spécialisés dans la recherche scientifique d'indices liés à des affaires criminelles. L'adjudant-chef Thomas dirige les opérations. Ce matin, avec le chef Doublet et le gendarme Chabert, il part en intervention. Depuis plusieurs mois, des cambriolages se multiplient dans la région. 2 voitures volées ont été retrouvées. Elles ont peut-être servi au gang qui sévit. La mission de l'équipe, le relevé d'indices sur les 2 véhicules actuellement placés sous scellé à la fourrière de Montreuil. C'est du homejacking, du vol dans résidence alors que les personnes se trouvent encore chez eux. Pendant la nuit, les gens dorment et les équipes pénètrent par effraction dans le domicile alors que les personnes sont à l'intérieur et dérobent des objets et en général prennent les clés des véhicules et s'enfuient avec le véhicule après. Pour relever les empreintes, un pinceau et un peu de poudre magnétique suffisent. Mais il faut surtout s'armer de patience. 1 heure est nécessaire pour l'inspection des parties les plus touchées, comme les portières et le coffre. Beaucoup de minutie déployée et de temps passé pour un résultat malheureusement incertain. Les conditions de stationnement du véhicule, on ne les connaît pas. On suppose qu'il a été à l'extérieur pendant longtemps, donc c'est vrai que les averses, on n'aime pas trop, quoi. Ça peut effacer les traces, oui, bien sûr. Plusieurs empreintes sont malgré tout relevées. L'analyse de celles-ci parlera plus tard. Pour le moment, l'enquête continue. L'intérieur des véhicules doit être passé au crible. Ces combinaisons évitent aux techniciens de déposer la moindre trace leur appartenant. Là encore, aucun détail ne leur échappe. Ça sent la sueur, donc le véhicule est fermé depuis quand même pas mal de temps. Suite des investigations, ils ont recours à la valise d'intervention. Elle contient tous les outils indispensables dans la détection des traces invisibles à l'œil nu. Cette lampe, de prime abord normale, est un œil redoutable. En fait, c'est une lampe à lumière blanche qui rentre dans des ondes de lumière différentes des ondes de lumière normales, qui est donc une lumière très très puissante et qui nous permet de faire ressortir tout ce qui est cheveux, poils, se trouvant sur les assises et les dossiers de siège. Et après on a d'autres types de lampes qui nous permettent, elles, de révéler tout ce qui est traces de salive, de fluide corporel. Le résultat est immédiat, les indices s'accumulent. Mais la recherche ne s'arrête pas là. Un cheveu est récupéré. Si les auteurs du vol sont retrouvés, il sera comparé au leur. Pour multiplier les chances de trouver d'autres preuves, ils sortent l'artillerie. Alors donc à l'issue de l'aspiration, donc je démonte mon filtre
je rebouche à chaque extrémité. Et ensuite, ça, le filtre est placé sous scellé. Donc là, on peut voir que simplement l'aspiration des sièges, on a énormément de résidus à l'intérieur. Après plus de 2 heures de recherche, les hommes de l'adjudant Thomas emportent une série d'objets qu'ils vont maintenant analyser. Retour à la gendarmerie. Les indices saisis dans les véhicules volés sont immédiatement étudiés. Les laboratoires sont équipés de machines ultra perfectionnées, comme cette cuve qui, par un procédé chimique, révèle des empreintes non détectées par la poudre magnétique. Ça, c'est la cyanoacrylate, c'est de la colle superglue. En chauffant et en se mélangeant avec l'hydrométrie de la machine, la ventilation d'eau et la colle qui va chauffer, les vapeurs de colle vont se ventiler dans toute la machine et se déposer sur les empreintes digitales qui sont sur les objets. Et les révéler et les bloquer sur l'objet. Elles seront collées sur l'objet fixé. Elles ne pourront plus partir. Après 3 heures de traitement, les premières traces apparaissent. Pour mieux les distinguer, elles sont photographiées avec un éclairage spécifique qui affine leur dessin. Bon, donc, on va vérifier la fluorescence directe sur la canette de boisson qui est là complètement parfaite. Étape suivante, toutes les empreintes relevées et photographiées sont transférées dans un logiciel. Elles peuvent maintenant être comparées à toutes celles déjà enregistrées dans un fichier. Les lignes de la dernière phalange, dites papillaires, forment un réseau de points appelé minutie. Il existe 3 grandes familles d'empreintes, en boucle, en tourbillon ou en arc. On compte 8 détails qui les rendent uniques, comme par exemple un embranchement, un îlot ou un lac. Il n'y a qu'une chance sur 17 milliards de trouver 2 empreintes avec plus de 17 points de similitude. La loi française n'en demande que 12 pour identifier formellement quelqu'un. Les enquêteurs ont pris les empreintes du propriétaire sur une fiche de discrimination qui ne sera pas enregistrée dans aucune base. C'est simplement pour moi pouvoir comparer aux traces digitales que j'ai trouvées sur les objets. Ici, j'ai le début d'empreintes que l'on appelle delta, qui forment comme un petit triangle. Et ici, le centre de figure. Je repère qu'ici, j'ai à peu près le même delta et à peu près le même centre de figure au niveau forme. Conclusion, les empreintes révélées sont celles du propriétaire de la voiture. Ce premier indice est donc écarté. Reste maintenant, sur le même procédé, à faire parler les autres preuves qui permettront peut-être d'identifier les auteurs de ces cambriolages et de mettre ainsi fin au délit. Bon, Christian Foulado, les empreintes, c'est infernal. On peut pas en réchapper. Si on a laissé une empreinte, où qu'elle soit, elle est repérée. Où qu'elle soit, pas tout à fait, mais enfin, il y a beaucoup de produits qui sont adaptés à différents supports pour révéler les... Il y a un endroit où on peut la laisser sans qu'elle soit repérée? Sur la peau humaine, par exemple, il y a des travaux qui sont faits, mais c'est pas extrêmement probant comme résultat. Justement, moi j'aurais une exemple. question. Lors d'un viol, est-ce qu'on peut arriver à retrouver les empreintes du violeur sur la personne? C'est-à-dire que les traitements qui sont à l'étude sont très nocifs et on ne peut pas les appliquer sur une personne vivante. Mais s'il y a un support qui est plus adapté, par exemple un support lisse, vêtement, non poreux, on peut très bien appliquer ce qu'on a vu dans ça veut dire, j'ai aucune intention d'assassinat, mais ça veut dire que si j'étrangle quelqu'un, on ne peut pas prendre mes empreintes sur le cou de la personne. Si vous la tuez, la personne, on pourra essayer de faire quelque chose. On pourra essayer d'appliquer un produit sans aucune garantie de résultat. Mais il y a des dizaines d'autres possibilités de vous confondre. Il y a autre chose que les empreintes quand même. Oui. Alors on a vu par exemple dans le reportage, ils passaient l'aspirateur sur les sièges pour récupérer de la poussière. Qu'est-ce qu'ils en font? Je ne sais pas la poussière qu'ils vont récupérer. C'est des fibres principalement. Et les cheveux, non? Des cheveux aussi, qui vont être déposés par la personne qui s'est assise auparavant. Mais la poussière par elle-même, elle ne va pas apporter grand-chose. Peut-être un petit peu de terre, un minéral, ça on peut l'exploiter. Mais s'il y a de la terre, on se demande d'où elle vient, etc. Exactement, oui. Et puis on peut faire des rapprochements quand on aura un suspect, par exemple, faire un rapprochement avec ce qui a été trouvé sous ses chaussures, à l'intérieur de sa voiture, sous ses pneus, etc. Il y a un truc que j'ai entendu dire, vous allez me dire si c'est vrai, un truc de fou. Il paraît qu'on peut repérer quelqu'un à l'odeur qu'il a laissée dans le siège sur lequel il s'est assis. Oui, on peut. Enfin, les chiens peuvent, puisqu'ils ont un odorat qui est autrement plus développé que le nôtre. Mais comment ils savent si c'est l'odeur d'un tel ou d'un tel? Eh ben, ils font la distinction. Ils ont justement cette qualité de perception et cette faculté à distinguer des odeurs mélangées qui va permettre de retrouver un individu quand il aura déposé son odeur sur un support. Mais alors vous avez un fichier des odeurs des bandits? Alors il n'y a pas encore de fichier, parce que tout ce qui est fichier c'est soumis à des autorisations, mais on fait des relevés sur les lieux à l'aide de tissus spéciaux selon un protocole
rigoureux, c'est toujours Un le relevé cas. d'odeur Un relevé de traces d'odeur, oui. avec un tissu. Avec un tissu qu'on recouvre d'une feuille d'aluminium et qu'on laisse imprégner pendant 1 heure environ. Après, une fois que vous avez l'odeur, vous allez chez les suspects avec les chiens pour Non, essayer non, de non, détecter non. comment ça se passe. C'est-à-dire que l'odeur est conservée et quand l'enquête par un autre biais aboutit à la fourniture du nom d'un suspect, eh ben, on prélève des odeurs sur ce suspect à l'aide des mêmes tissus selon un protocole toujours. Hein. Et puis on propose un travail aux chiens pour faire le rapprochement entre les deux. C'est génial pour un romancier. Vous avez déjà utilisé ça dans vos romans Pas encore, pas l'odeur. Je sens que ça vous donne des Peut-être, idées Annie, ouais. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir tout ce qui est possible de faire et après tout ce qu'on fait réellement. Parce qu'il y a toujours une différence entre la théorie et la pratique. On ne fait pas tout ce qu'on veut sur une scène de crime quand on est un enquêteur. Et ne serait-ce que. Alors, je connais un peu mieux le système américain. Et le système américain, chaque comté est à peu près libre de faire comme il l'entend. Et ce qui est surprenant, c'est de voir que vous avez des comtés très riches qui ont toutes les technologies dernier cri de la police technique et scientifique. Et s'ils appliquent à chaque enquête criminelle tous les principes possibles et imaginables de la PTS, probablement impossible à un criminel de s'en tirer. Est-ce qu'il y a une technique de police scientifique qui vous bluffe, vous, qui vous laisse sans voix? Moi, j'aime bien les techniques qui permettent de faire apparaître le sang quand on pense qu'il a disparu. Sang qui a été lavé Oui, par exemple. par le criminel. Alors là, je crois que Thomas, on va faire appel à vous. Moi, je vous explique. C'est mon assistante, hein, Sandra, qui a été sauvagement... Mais... Ah oui, Et vous ne savez pas du tout par qui, a priori. Eh ben, pas du tout. Mais on est là pour le savoir. Donc, je pénètre dans la zone criminelle. Vous avez vu, tous mes indices sont identifiés. Parce qu'évidemment, il va y avoir des photos qui vont être prises de tous ces endroits-là. Donc, on identifie avec ces petits supports tous les indices. Et je vais arriver avec ici... Vous avez un torchon qui est plein de sang, je me dis, ouh, ça sent bon. Là, j'ai un couteau, couteau, sang, je me dis, ça sent de plus en plus bon. Mais j'ai un mystère. Ici, je me trouve confronté devant 2 étoffes totalement blanches, pourtant dont je sais qu'une a appartenu à un suspect. Donc je prends ces 2 étoffes et je rentre dans mon petit laboratoire chez moi, tranquillement, avec ce révélateur. Ça, c'est du chimico-luminescent. Chimico-luminescent, pourquoi? Parce que je vaporise ici et je vais produire une réaction chimique qui va, si jamais il y a eu du sang, eh bien, révéler des petites traces de lumière. Et alors, regardez, à ma droite, ce linge contient du sang, et à ma gauche, il est immaculé. Donc, je vais le sang, pouvoir c'est tout le de bleu, suite... là. Voilà, exactement. Je vais pouvoir tout de suite disculper le porteur de cet élément, en tout cas pour ce qui est du sang. Et en revanche, je vais pouvoir non pas inculper, mais m'intéresser de plus près à celui qui a porté ça. Voilà, vous en voulez un petit peu pour chez vous? Volontiers, si ça jamais peut vous avez des servir. analyses à faire, ouais, voilà. Écoutez, c'est sympathique, voilà. C'est offert gentiment de mon cœur, je vous le laisse. Merci vous n'avez plus qu'à faire la démonstration chez vous. Est-ce que c'est un bon policier, Christian, notre expert là? Oui. Oh, c'est un petit oui, hein, c'est pas... Le bon policier, c'est celui qui trouve le nom de l'auteur. Donc c'est la suite qui nous le dira. Ah oui, donc vous attendez En tout les cas, résultats. Dans la pratique... Alors, mais vous avez vu, je vais passer exprès pour qu'il mette ses empreintes sans s'en rendre compte sûr. Et ensuite, je vais faire un relevé Non, ça, d'empreintes. c'est pas un bon policier, pour, là. non C'est pas un bon policier là? c'est plus d'honnêteté, là. C'est un policier malhonnête. Très bien. On a vu dans le reportage tout à l'heure que les policiers s'intéressaient à des canettes. Est-ce qu'on peut prélever sur une canette de boisson, quelle qu'elle soit, la salive de l'auteur? Est-ce que c'est des choses qui se font, ça? Oui. Oui, on peut soit écouvillonner, c'est-à-dire récupérer sur un espèce de petit coton-tige stérile les supposées cellules qui auront été déposées par le buveur, soit transporter la canette dans un environnement stérile jusqu'au laboratoire où ils font l'extraction eux-mêmes. Comment on s'en sert de la salive? Ça sert à quoi? À déterminer un profil génétique. Donc c'est l'ADN. C'est l'ADN. C'est l'ADN. Et c'est toujours à partir de la salive? C'est des cellules qui sont transportées par la salive, en fait. D'accord. Mais l'ADN, on peut le trouver à partir de quel autre élément? Des cheveux, des... Sang, sperme, salive. Anne Richard, Je vous sens venir. qu'est-ce que vous sentez venir? Expliquez-moi. Oh, l'ADN, la salive et tout ça. C'est un truc courant dans Boulevard du Palais, l'ADN. Oui. Les empreintes, l'ADN, on utilise tout ça en fait. Ouais. Tous nos auteurs utilisent la police scientifique, mais malgré tout, on est quand même là à défendre l'intuition des policiers et de la juge d'instruction. toujours ça qui prime. Oui, c'est ça qui prime. Alors l'ADN, ça paraît formidable, c'est merveilleux, on en a tous entendu parler, ça paraît être la reine des preuves. Mais comment ça marche? Comment est-ce qu'on le prélève? Comment on le fait parler, surtout? David Zavaglia, qui est notre expert en effets spéciaux, va nous faire une petite démonstration. Il va nous décortiquer tout ça. Bonjour David. Bonjour. On va prendre un cas de délit très concret. Imaginons, Anne, vous êtes accusée par votre conjoint d'avoir terminé le pot de pâte à tartiner
et de l'avoir reposé vide dans le placard. Oh, c'est énorme ça. Ce qui, Non, ça, c'est ce trop qui est grave. une Vous faute exagérez. très très grave. Et malheureusement pour vous, vous avez oublié sur la table la petite cuillère avec un petit peu de salive. Alors voilà comment procéder pour mener l'enquête. Je vais commencer par venir vous prélever un peu d'ADN. Oh mon Dieu. Avec cette espèce de coton-tige. Il Vous allez suffit lui prélever de la salive. de frotter un petit peu l'intérieur de votre joue avec cette espèce de C'est coton-tige. que je suis consentante à faire le test alors. Ah ben oui, Bah, si vous dites non, déjà, vous êtes quand même carrément suspecté. vous êtes tout hein, de on va suite dire, hein. suspecté si Non. vous dites non. C'est Voilà. mieux de dire non C'est quand bon. on est coupable ou pas, commissaire? Ça En suffit. commissaire. Je plaisante. Merci beaucoup. C'est mieux d'obéir. Voilà, j'ai mon prélèvement et bien entendu, j'ai fait le même prélèvement sur la petite cuillère abandonnée. Alors, je vais étaler un peu tout ça. Voilà, j'ai plus besoin de mon coton-tige. Et je vais vous agrandir tout ça pour mieux voir. Alors, vous savez que dans la salive, il y a des cellules qui traînent, des cellules de peau par exemple. Et nos cellules, vous savez aussi qu'elles ont un noyau. Et à l'intérieur du noyau se cachent les fameux chromosomes. Nous en avons 23 paires, donc 46 chromosomes en tout par cellule. 23 que nous avons hérités de notre mère et 23 que nous avons hérités de notre père. Prenons un de ces chromosomes qu'on va dérouler. Alors voici ce qu'on obtiendrait en fait. Une sorte en fait d'échelle enroulée sur elle-même. On appelle ça une double hélice. Eh bien c'est ça l'ADN. C'est le principal constituant de nos chromosomes. ADN, ça veut dire acide désoxyribonucléique. C'est une espèce de code composé de seulement 4 lettres qui correspondent en fait à des molécules chimiques. On les appelle A, T, G et C. Et ces lettres, eh ben, il y en a des milliards qui s'enchaînent. Et le plus important, c'est que cet ADN, en fait, il porte nos gènes. Alors, c'est quoi un gène? Eh bien, un gène, en fait, c'est un bloc précis sur un endroit précis d'un chromosome, un enchaînement particulier de A, de T, de G et de C. Donc c'est les gènes que la police étudie pour savoir qui est coupable. Eh bien, en fait, non. C'est interdit par la loi. Si on regardait directement les gènes, ça permettrait d'en savoir trop sur un individu. Ça permettrait par exemple de connaître ses origines ethniques, savoir si par exemple il est prédisposé à tel ou tel type de maladie. Et du coup, si la personne n'est pas forcément coupable, bah, sur le plan moral et éthique, c'est un peu gênant. Alors comment ils font? Eh bien en fait, on va regarder entre les gènes. On connaît des régions très précises dans lesquelles il y a des petites répétitions qui sont très caractéristiques d'un individu. Par exemple, chez vous, Anne, sur le chromosome 9, à tel endroit précisément, va y avoir 3 lettres, par exemple, GCT, qui sont répétées 8 fois de suite. Il suffit d'analyser ces répétitions à plusieurs endroits. Bon, les scientifiques font ça très bien, ils prennent l'ADN, ils le découpent, et ils obtiennent en fait des profils avec des bandes qui correspondent à ces répétitions. Donc là, on a d'un côté le profil des répétitions de l'ADN prélevé sur la petite cuillère, et de l'autre côté, le profil de vos répétitions. Et là, vous voyez, les bandes sont exactement identiques, donc a priori, Anne, vous êtes coupable. Mais on est... c'est elle, ça peut pas être quelqu'un d'autre. Si on regarde ces répétitions sur environ une douzaine de chromosomes, il y a seulement une chance sur 10 milliards pour que ça ne soit pas elle. Donc à votre place, Anne, j'appellerai mon avocat tout de suite. Oui, mais petite question, si j'ai un jumeau, Les c'est jumeaux le même ont le ADN. même ADN, mais pas les mêmes empreintes digitales. Donc les Bogda, il y en a un qui peut zigouiller quelqu'un et c'est l'autre qui sera condamné. Mais non, mais ça, Philippe, tout le monde le sait, on est fous. Ah oui, vous êtes des faux Ah ben oui, jumeaux. tout le monde le sait. Vous n'êtes que mensonges. On est, voilà, illusion. Illusion, vous n'êtes qu'illusion. Voilà, je vous laisse, j'ai d'autres enquêtes à mener. Très bien. Merci beaucoup, David. Au revoir. Au revoir. Est-ce que c'est quand même la reine des preuves, l'ADN? Est-ce que quand il y a l'ADN, on ne parle plus, c'est fini, c'est réglé? Ah non, absolument pas. Non, c'est un élément qui permet de faire avancer une enquête. On repère l'ADN de quelqu'un, mais ce quelqu'un, pour savoir qui c'est, il faut qu'il soit fiché quelque part. Il y a combien de gens fichés en France aujourd'hui à partir de leur ADN? Aujourd'hui, aux alentours de 400 à 500 000 personnes signalisées et intégrées dans la base du fichier national automatisé. Donc des il y a empreintes 500 000 génétiques. ADN, 500 000 personnes fichées. Et les Approximativement. gens qui sont fichés, c'est tous des méchants. Absolument, oui. On ne peut pas être fiché à son instant sans avoir été méchant. Non, non. Impossible. Non, non. Vous êtes sûr? Il y a des règles, il y a des contrôles. Alors, l'ADN, c'est quelque chose de très, très moderne, c'est une des bases de la police scientifique. On parle moins de la balistique, c'est-à-dire étudier la trajectoire d'une balle, étudier une douille, une arme qu'on ait trouvée sur le lieu d'une affaire. Est-ce que ça reste essentiel, ça aussi, dans Bien la sûr, police? c'est complémentaire. On en parle moins, mais le travail se fait de la même manière qu'auparavant. Un véhicule. 2 coups de feu. Un mort. Enquête au cœur d'une scène de crime reconstituée. Lorsqu'il y a meurtre par balle, c'est la section balistique de la gendarmerie qui intervient en premier sur les lieux. Son travail, relever les indices permettant de retrouver d'où les coups de feu ont été tirés et où les balles ont fini leur course. Pour ce faire, les balisticiens déterminent les points d'impact des projectiles. Par déduction, ils extrapolent la trajectoire des tirs. Leur mission sur le terrain s'achève.
C'est alors au tour d'une toute nouvelle section d'intervention de prendre le relais de l'enquête. Ce sont les nouveaux experts de l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Ces hommes sont les seuls en France à disposer d'un allié surprenant. Un scanner pourvu d'un laser très puissant permettant de modéliser en 3 dimensions la scène de crime reconstituée précédemment par les balisticiens. Le lieu étant intégralement nettoyé après le relevé des indices. En charge de manipuler cet outil haute technologie, Laurent Chartier. Lorsqu'on sait que la scène peut être éventuellement déplacée ou altérée dans le temps, là on a un modèle qui va être figé et sur lequel on va pouvoir travailler après indéfiniment. Cette révolution permet de remonter plus facilement la piste des 2 coups de feu tirés. Pour nos collègues balisticiens, en fait, le fait de faire la modélisation 3D de la scène de crime va leur porter un outil de travail après au bureau pour pouvoir travailler sur une scène virtuelle, pouvoir élaborer différents plans, différentes hypothèses au vu de leur rapport et leur expertise. Ce laser retranscrit les éléments au millimètre près. Grâce à cette précision redoutable, la scène de crime réelle modélisée devient un véritable champ d'exploration numérique utilisable à l'infini. Si des indices sont trouvés ultérieurement, les balisticiens peuvent désormais les insérer dans cette scène virtuelle et ainsi faire de nouvelles hypothèses visant à faire évoluer l'enquête. Pour retrouver l'auteur de ce meurtre, les investigations se poursuivent au-delà de la scène de crime. La balistique n'est pas seulement une question de trajectoire, c'est aussi l'identification d'une arme rendue possible par 2 éléments retrouvés sur les lieux, les douilles et les balles. Il existe des centaines de munitions différentes, mais elles ont tout un point commun. Elles se composent de 2 parties distinctes, une douille contenant la poudre et servant à projeter la 2e partie, c'est-à-dire la balle. Avec ces 2 éléments, l'enquête se poursuit. Centre de technique scientifique à Écully, en banlieue lyonnaise. Didier Buret est responsable de la section balistique. Il y a une arme qui peut être découverte dans le cadre d'une interpellation et d'une perquisition sur un particulier ou sur une personne. Cette arme-là fera l'objet d'un tir de comparaison. Et pour comparer, il faut tirer. Chaque arme laisse des empreintes bien particulières. Lors du tir de test, la balle est projetée à l'intérieur de caissons blindés contenant un mélange de coton et de Kevlar qui stoppe la course du projectile. L'agent balistique récupère la balle. Elle est maintenant unique. Sur un projectile, on aura la signature du canon. Si on a de la chance et que celui-ci n'est pas déformé, on aura la signature de l'ensemble des rayures du canon. C'est très intéressant parce qu'à partir de cette signature, à partir de cet examen des rayures, on pourra déterminer que tel projectile provient de tel canon. Qui dit canon, dit arme associée derrière. Le canon est constitué de lignes en forme de spirale. Ces spirales laissent des traces caractéristiques sur la balle. Les traces de la balle tirée lors du test sont maintenant comparées à celles trouvées sur la balle de la scène de crime. À l'aide d'un macroscope, les 2 balles sont analysées au millième de millimètre près. Une surface de la balle invisible à l'œil nu et détaillée. Avec minutie, le technicien cherche les mêmes traces caractéristiques. La correspondance est parfaite. Cet élément est une avancée de taille dans l'enquête. Place maintenant au 2e indice, la douille retrouvée sur les lieux. Vous avez l'éjecteur, le percuteur, l'extracteur et le fond de culasse. Tous ces éléments-là, qui sont des pièces mécaniques de l'arme, vont s'imprimer au moment du départ du coup de feu, jusqu'à l'extraction de la douille à l'extérieur. Le tir laisse une marque sur la douille. Différentes traces qui sont autant de signatures particulières et uniques permettant l'identification de l'arme. Toutes ces informations récupérées sur les balles et les douilles sont répertoriées dans une base de données nationale. Le logiciel cible est l'outil indispensable pour recouper les affaires et surtout suivre l'historique d'une arme. Dans le domaine de la balistique, la seule identification formelle que l'on peut faire, c'est l'identification de l'arme, aucunement de l'auteur du coup de feu. Parce qu'on ne sait jamais qui tient l'arme en main. Pourtant, aujourd'hui, la balistique est capable, en combinant toutes les informations traitées, de reconstituer entièrement la scène et le déroulement d'un crime. Mais tout ce travail est-il suffisant pour mettre une personne sous les verrous? Ça, c'est une autre question. Est-ce que ça vous emballe, vous, en tant que policier, de voir que votre spécialité, la police technique et scientifique, devient très tendance, très mode? Ça vous plaît ou moyen? C'est assez revers. C'est quoi le revers? La divulgation de certaines informations. Oui. Ça révèle vos secrets? Certains, oui. Quels secrets, par exemple, regrettez-vous d'avoir vu divulguer? Personnellement? Oui. Tous.
Rarement. Dans vos livres, Maxime, il y a plein de cadavres, plein de morts. Et pour la science, le cadavre, c'est un objet d'étude extrêmement important qui peut révéler des tas de choses. Donc il y a des gens qui ont pour spécialité l'étude de la putréfaction des cadavres. Bah oui, c'est un sacré métier, ça existe. C'est aux États-Unis. Un institut d'études criminelles a eu l'idée de créer une ferme des corps. Donc, des corps en 2 mots. Donc, dans la ferme dont vous apercevez le gardien là, des corps, des cadavres sont disposés dans différents types de situations. Et ils sont étudiés, heure par heure, jour après jour, semaine après semaine, pour voir comment ils évoluent. Par exemple, on va repérer à partir de quel jour les asticots commencent à attaquer le cadavre. Ou alors, on va repérer à quelle vitesse l'eau froide issue de la neige fait gonfler les tissus. C'est un truc très précis. Comment la lumière, à travers une bâche ou à travers des feuilles de la forêt, va accélérer la décomposition. Et toutes ces données sont recueillies et précieusement archivées pour servir aux policiers qui retrouvent des corps. C'est tout à fait étonnant. Ça serait utile qu'on ait aussi une ferme des corps en France ? Je ne suis pas volontaire. Pourquoi ? C'est une question d'odeur. Mais ça, c'est du confort personnel. Mais professionnellement, sérieusement, ça vous paraît utile ? Ça peut certainement apporter des précisions, bien sûr. Oui. Ouais. La différence, encore une fois, entre la France et les États-Unis sur ce point-là, c'est qu'aux États-Unis, ils ont la body farm avec des corps humains. Ouais. En France, c'est plutôt, j'avais vu la gendarmerie qui travaillait sur des cochons, étudiés sur des porcs. Vous voyez, peut-être une différence éthique aussi dans l'approche, parce que finalement, le résultat sera le même sur un cochon que sur un être humain. Bon, se servir de corps légal à la science. Oui. Ça ne remplace pas l'autopsie, de toute façon, tout ça. Ah non, absolument pas. Non, non. Ouais. Tous les actes sont complémentaires. Il faut se priver d'autres. Alors, dans Science on tourne, vous savez qu'on ne recule devant rien. Nous avons voulu assister à une séance d'autopsie pour vous expliquer comment ça se passe. Nous avons donc envoyé Véronique Weber à l'Institut médico-légal de Lyon. Professeur Malissier, bonjour. Vous êtes médecin légiste ici. Alors, quelle est la première grande étape quand un corps arrive à l'Institut médico-légal ? Première étape, c'est d'examiner le corps dans son entier, de face, de dos, hein, et de rechercher donc des traces de violence. En l'espèce, c'est un sujet qui est pendu a priori, et le procureur de la République de Lyon a souhaité qu'une autopsie soit réalisée afin de confirmer qu'il s'agisse bien d'une pendaison, et que cette pendaison relève d'une intention suicidaire et non de l'intervention d'un tiers. Alors on fait une grande incision qui part du sternum et qui va jusqu'au pubis. Alors Véronique, si vous voulez me passer les instruments qui sont là sur le plateau, les 2 premiers, pour la réalisation des prélèvements toxicologiques. Le sang périphérique, sang central, également pour prélever la vésicule biliaire. Pourquoi ? Parce qu'on va rechercher donc des toxiques dans ces différents liquides biologiques pour savoir, là il s'agit d'un pendu, savoir si éventuellement on ne l'aurait pas pendu alors qu'il était dans un état subcomateux. Une autopsie, ça peut durer combien de temps ? Une autopsie, ça va de 1h30 à 24 heures. Oui. 24 heures, c'est pour les... 24 heures, en général, c'est un crime complexe. On voit parfois dans certains acharnements, le plateau se plaît, jusqu'à 150 plaies par arme blanche. 150 plaies ? 150 plaies. Donc vous imaginez qu'à chaque fois, il faut effectivement numéroter ces plaies, les photographier pour tenter de déterminer quelle était l'orientation du coup, puisque il est très important au moment des assises de savoir comment le coup a été porté. D'accord. Alors là, vous faites quoi, professeur, en ce moment ? Là, je fais donc un prélèvement gastrique pour chercher les aliments présents dans l'estomac, connaître leur état de digestion, ce qui est un reflet. Pourquoi c'est important ? Pour déterminer le délai écoulé entre la prise alimentaire et le décès. Donc c'est un élément qui peut renseigner sur le délai post-mortem. Donc là, on en arrive en fait à la pesée des organes, c'est ça ? La pesée d'organes. Tous les organes doivent être pesés de manière systématique. Pourquoi ? C'est un signe effectivement de normalité ou pas. La rate pèse 85 grammes. Le rein droit pèse 180 grammes. Le rein gauche pèse 160 grammes. Les poumons, là, dans le cas présent, sont révélateurs effectivement d'une asphyxie mécanique. C'est-à-dire, il est comment le poumon ? Il est congestif, distendu, surtout distendu. Voilà, c'est ce que l'on rencontre dans les pendaisons ou dans d'autres asphyxies mécaniques. Alors, est-ce qu'on s'habitue quand même à travailler sur la mort comme ça tous les jours ? Avec le temps, on se fait un peu à tout, si vous voulez. Et ce qui est important, c'est aussi c'est d'être bien entouré. Hein, et également, je crois, d'avoir également les enquêteurs.
C'est-à-dire cette quête de la vérité, c'est une quête d'un travail de groupe. On n'est pas tout seul. D'équipe. Je pense que ce serait pas bien vivable de faire ça tout seul, certainement, et malsain. Un petit peu d'air, ça fait du bien. 6000 personnes sont en fait autopsiées chaque année en France. Seuls 10% d'entre elles sont liées à des crimes. Le travail du médecin légiste, c'est d'abord la recherche de la vérité, mais c'est aussi de contribuer au développement et au progrès de la science. Voilà, ça fait toujours bien froid dans le dos. Vous avez déjà assisté, Maxime, à des séances d'autopsie, vous? Oui, plusieurs. Ouais. Et alors? Je vous passe les détails, mais au moment où le corps est ouvert, j'avais refusé, moi, la première, de mettre, vous savez, les fameux baumes qu'on met pour ne pas sentir l'odeur. Voilà. Parce que on fait ça, on se met un parfum dans le nez pour ne pas sentir l'odeur? Alors, pas le médecin légiste. Lui, en général, ne va pas le faire d'abord parce qu'il a un masque et ensuite parce que l'odeur fait aussi partie de son travail. Je vais vous donner un exemple tout bête. Vous êtes en train d'inspecter l'intérieur de la bouche d'un mort et vous sentez une odeur d'amande, un peu une amande pourrie. C'est-à-dire qu'il a mangé des amandes avant? Non, c'est caractéristique d'un poison, je crois que c'est l'arsenic. Ce genre de détails-là, c'est important d'avoir, on en parlait tout à l'heure avec l'odeur, c'est important d'avoir tous les sens en action quand on est en train de procéder à une autopsie. Il faut être technique, ne pas être dans l'empathie, ne pas être dans le ressenti, parce que sinon vous l'emportez avec vous le soir. Et ça, c'est dur. Christian Fouladot, vous avez acquis totalement cette distance par rapport à... Oui, nécessairement, oui. Ouais. Mais c'est valable pour toutes les opérations de police de la vie de tous les jours. C'est pas dangereux de perdre cette humanité, justement? Vous ne risquez pas du coup de passer à côté de certaines choses? Non, je la perds aux heures qu'il faut. Ouais. Non, il faut pas s'impliquer, sinon on est atteint, quoi. Alors, moi, j'aimerais qu'on aborde un sujet complètement différent, c'est l'avenir. Vous pouvez nous donner quelques exemples des choses qui vont évoluer? Non, j'étais venu justement pour que vous me le disiez. Non, je suis impatient de découvrir, c'est de la technologie de toute façon, hein, donc c'est des matériels, je suppose, et puis des choses peut-être inimaginables. Peut-être on va capter une particule d'espace et puis que ça va nous indiquer le déroulement d'un fait. Comme si la particule d'espace mémorisait ce qui s'était passé à l'intérieur. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, mais tout est envisageable. Écoutez, merci Christian Fouladot d'être venu nous éclairer sur la police technique et scientifique. Il est temps de prendre des nouvelles de la science, du monde de la science, avec les dernières news. Un œuf, le sol, 15 mètres de hauteur. D'habitude, en additionnant tout ça, ça donne une bonne omelette. Mais pas cette semaine. La preuve, en images. Et oui, Science on tourne à ramener du Japon un matériau aux propriétés spectaculaires, le bêta-gel. Composé de milliers de capsules de gel, il absorbe extrêmement bien les chocs. Démonstration. Premier essai à hauteur d'homme. 1 mètre.